Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Après avoir planté les décors dans l'émission Zéro, nous avons parlé des généralités là-dedans. Aujourd'hui, nous commençons les thématiques spécifiques et pour bien commencer, nous allons parler de l'économie, pas vraiment de la macroéconomie, mais de la microéconomie. Ça ne nous empêche pas d'aborder quelques questions de la macroéconomie. Dans la partie sous occupation rwandaise, avec bien entendu sa brigade avancée qu'on appelle AFCM 23, la population vit des heures difficiles, des moments désastreux. Nous avons, pour ce faire, invité sur ces plateaux des personnalités qui ont une connaissance assez poussée sur ces matières. La première d'entre ces personnalités invitées, c'est Madame Juliette Mouroulé, qui est actuellement DGA ou directeur général adjoint de l'Institut national des musées nationaux du Congo. Je crois ne m'être pas trompé, elle va le rappeler tout à l'heure. Elle est anciennement, en tout cas tout récemment d'ailleurs, directeur général de la CADECO. Vous comprenez pourquoi elle est sur ces plateaux. Nous avons Amédée Morabou, qui est journaliste, chroniqueur économique. Et nous avons Placide Nzilamba, qui est, lui, de la société civile, mais avec une maîtrise sur les questions monétaires. Je ne les ai pas salués en les présentant, je vais donc les saluer maintenant. Bonsoir, Madame Juliette. Bonsoir. Bonsoir, Amédée. Bonsoir, Edith Chad. Bonsoir, Placide. Bonsoir. La situation économique dans la partie est de la République démocratique du Congo, je parle des parties sous occupation rwandaise, avec bien entendu cette brigade avancée qu'on appelle AFCM 23, n'est pas très reluisante, les populations souffrent, le commerce piétine, mais il y a aussi une sorte de monopolisation de cette économie par des individus qui prétendument sont venus pour libérer le peuple, comme ils le disent. En réalité, ils sont venus vassaliser ce peuple et en tout cas les truander. Nous allons, au cours de cette émission, aborder ces questions en profondeur. Ma toute première question, c'est à Madame Juliette que je vais la poser. Elle, comme je l'ai dit, était il y a peu directrice générale de la d'épargne du Congo, oui. Oui, d'épargne du Congo, bien entendu. Ma toute première question, c'est est-ce que, alors que vous quittiez cette banque congolaise, laissez-moi l'appeler ainsi, est-ce qu'elle était implantée sur toutes les parties et sous occupation aujourd'hui? Merci pour la question et merci d'abord pour cette initiative parce qu'il faut qu'on commence à en parler. En fait, l'économie, au travers, la microéconomie au travers de la CADECO. La CADECO, c'est une banque, moi je préfère l'appeler une banque comme ça, qui est la mieux implantée de toute la RDC et sur tous les 145 territoires, la CADECO y est. Et par rapport au Kivu, elle était suffisamment implantée. Et dernièrement, avant qu'on ne quitte la CADECO, on avait réussi à l'implanter sur toute l'étendue du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, et encore mieux, dans les fins fonds des milieux ruraux. Donc, la CADECO, celle que moi j'ai dirigée, était à Goma, à Lubero, à Baraka, au Sud Kivu, à Bunia, à Aru. Elle continue à y être. Mais dire qu'elle est encore celle que nous avons implantée, je ne pense pas. Là où se trouvent ceux qui sont en train de prétendre être des libérateurs, la CADECO qui y est, je ne vais pas la compter parmi celles que je pense être une banque implantée. Voilà, parce que ce n'est plus la même.
Ce n'est plus la même Placide Nzilamba, la Cadeco, celle-là dont on parle aujourd'hui. On a suivi une sortie médiatique de cette brigade avancée du Rwanda, qu'on appelle la FCM 23, dire qu'elle allait utiliser la Cadeco pour compenser l'absence des banques sur les territoires qu'ils occupent. Comment vous pensez qu'ils vont procéder? Je pense que c'est une utopie. C'est une utopie parce que tout simplement, le monde financier actuel est réglementé, mais aussi très surveillé. Vous vous souviendrez qu'il y a dissipé, l'Union interbancaire a imposé, avec les services de sécurité au niveau mondial, même les plafonds de retrait journaliers par client dans une banque. Ça ne peut pas dépasser aujourd'hui $10,000. C'est pour essayer de contrôler tous les circuits financiers et extirper de ces circuits ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Et quand on parle d'une zone contrôlée par une rébellion, c'est déjà une zone où s'effectue ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Parce que tout simplement, le monde entier n'y a pas un regard. Donc, pour nous, c'est déjà une zone non contrôlée où se développe une économie criminelle. Et quand c'est une économie criminelle, il faut se dire en face que ce n'est rien d'autre que le monde considère comme déjà un danger pour la sécurité mondiale, mais aussi pour la sécurité aujourd'hui régionale. Parce que qui peut être responsable de tous les dégâts qui se commettent là-bas? C'est tous les démons du monde qui se regroupent maintenant là-bas. Vous voyez, tous les délinquants de tous les pays ont tendance à aller vers Goma aujourd'hui. Parce que c'est là où il se trouve un monde non contrôlé. La mafia peut être bien organisée là-bas. Oui, en tout cas, un monde non contrôlé. Un monde non contrôlé, déjà, présente un danger. Donc, pour nous, parler aujourd'hui d'une économie là-bas, il ne faut pas en parler. Et aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque la rébellion a assiégé la zone, il y a eu des pillages systématiques, des commerces, des Congolais qui venaient d'émerger. Il y avait des jeunes Congolais qui émergeaient dans la téléphonie, dans l'entrepreneuriat des jeunes et tout consort. Tout a été mis en moule. Et la direction de tout ce qui a été pillé est connue. Oui, nous allons rentrer dans les détails de tout ça. C'est même l'objectif de notre présence sur ces plateaux. Amédée, suivant plus ou moins cette actualité économique, on entend par cela la production, la transformation, la distribution, tout ce qui va avec. Est-ce que, de votre point de vue, l'arrivée de l'occupation a impacté la production, la transformation et la distribution, que ce soit des produits de l'agriculture, des produits manufacturiers, tout ça? Est-ce que vous avez documenté ce genre d'impact? Oui, ça a impacté très significativement dans le sens négatif. En fait, Eddy Tchala, il faut situer que avant que les forces d'occupation atteignent Goma et Bukavu, ils sont partis par Bunagana. Et là, on est à mi-2022. Ça veut dire que ça fait presque 3 ans qu'il y a des bruits de bottes dans la zone. Or, la région du Kivu, c'est une région où l'économie est basée d'abord sur l'agriculture, sur les commerces. Les commerces impliquent qu'il y a les populations qui se déplacent du sud au nord, du nord à l'ouest, et pour ça, il faut qu'il y ait la sécurité. Or, comme depuis 3 ans, c'est une zone qui est instable, où les populations ne peuvent pas circuler normalement et librement, donc cette avancée, cette venue de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 a mis à genoux pratiquement l'économie du Nord et du Sud Kivu. Dans le sens où le Nord et le Sud Kivu, c'est une des parties le plus dynamiques sur le plan économique et même sur le plan financier, parce que là, vous avez commencé par parler de la Cadeco. Vous savez que selon un dernier recensement de la Banque centrale, en RDC, nous avons plus ou moins 101 coopératives d'épargne et de crédit.
Et sur les 101 coopératives d'épargne et de crédit, tenez-vous bien, 52 sont installées au nord et au sud Kivu. Donc, c'est vous montrer que dans cette partie du pays, on a des populations qui sont très dynamiques, très travailleurs et qui, en tout cas, contribuent à la création des richesses de notre pays, la République démocratique du Congo. Et donc, toutes ces situations de guerre, depuis la mi-2022, a fait que cette économie, de plus en plus, se mette à genoux. C'est-à-dire que l'agriculteur ne sait pas aller au champ. Pour aller au champ, c'est pas, il faut quitter la ville, faire 10 km, 20 km pour cultiver. Alors, quand il y a de rebelles campeux en brousse, vous ne savez pas aller cultiver votre champ. Quand il y a des zones, des coupeurs de route, vous ne savez pas faire votre commerce. Ben, le nord et le sud Kivu, c'est aussi une zone minière où il y a l'exploitation artisanale des mines et tout. Or, vous savez, depuis, maintenant ça dure 30 ans que nos minerais sont pillés systématiquement par les Rwandais et sous l'œil impuissant de la communauté internationale, ça il faut le dire. C'est-à-dire que toutes ces 3 décennies, alors que les Rwandais pillaient nos richesses, la communauté internationale était au courant et voyait ça impuissamment. Et cette année, heureusement que les groupes d'experts des Nations Unies en janvier a publié un rapport qui corrobore que nos minerais sont pillés par les troupes rwandaises et leurs, comme vous les appelez, leurs troupes avancées. La brigade avancée. La brigade avancée, le M23, notamment dans la zone de Rubaya, qui est vraiment notre réservoir du coltan. 15% de la réserve mondiale du coltan se trouve là-bas. Et ce rapport a démontré comment l'armée rwandaise, le M23 AFC, organise dès l'extraction des minéraux, les coltans, l'acheminement jusqu'au Rwanda, jusqu'à l'exportation. Nous allons y revenir. Madame Juliette, vous qui avez été à la tête de cette CADECO dont vous expliquez l'implantation dans la partie sous occupation aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de crainte que cette CADECO soit utilisée aujourd'hui par ces occupants pour compenser l'absence des banques sur leur espace? En tout cas, nous avons fait notre part. Lorsque la CADECO de Goma a été annoncée, rouverte par l'AFC, le M23, nous avons fait un communiqué demandant à tous nos clients de la CADECO de ne pas s'y rendre parce qu'on n'avait pas de contrôle sur ce qui va se passer là-bas. Nous avons demandé à tous nos agents de ne pas y aller parce qu'on ne pouvait pas autoriser que vous êtes agent de la CADECO et vous allez soutenir une ouverture par un groupe rebelle. Et au-delà de cela, nous avons communiqué sur toute l'étendue des terres, en fait, les territoires qui sont encore sous le contrôle du gouvernement, d'éviter tout échange monétaire, vu qu'il y avait de l'argent qu'on soupçonnait être comme une sorte de blanchissement d'argent et que ça ne rentre pas sur le terrain où il y avait encore le contrôle du gouvernement congolais. Et nous savons très bien que la population n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe, ne vous en faites pas. Au Nord Kivu, les gens sont très, très, très vigilants en termes d'argent parce qu'ils travaillent trop, beaucoup. Je sais que nous avons eu quelques problèmes avec des clients qui se déplaçaient en déplacement. Par exemple, quelqu'un qui quitte Goma pour Beni, mais qui avait besoin d'avoir accès à son argent ou bien à son compte. On a organisé à ce que ceux qui se trouvent à Beni, la CADECO, Butembo, Beni, Ituri, soient à mesure de les prendre en charge. Bien que difficilement, mais nous sommes arrivés à le faire. Et aujourd'hui, nous pensons que
ils sont butés à une difficulté. Je parle de ces occupants qui restent à Goma, nos frères. Ils ne savent pas comment se comporter. Bon, c'est sûr qu'ils commencent à comprendre que le communiqué que nous avons fait était important parce que aujourd'hui, tout le monde sait que l'argent qui est récolté des mains des femmes maraîchères, donc dans la microfinance, ne reste pas à Goma ni à Bukavu. Cet argent part directement vers le Rwanda. Or, c'est lorsque l'argent reste dans une banque de la place, et c'est cet argent qui devrait normalement circuler et qui pourrait, au fur et à mesure que cet argent est mis en circulation, qui devrait normalement aider la population à se relever. Mais cet argent-là ne reste pas sur Goma. Et de ce fait, la microéconomie souffre du fait qu'il n'y a pas de retour. Parce que la banque, elle prend et puis elle relance l'argent sur le circuit le marché du travail. Et voilà donc, c'est une population qui a besoin de beaucoup de soutien sur le plan économique. Je parle bien économique parce que nous sommes un seul peuple, bien qu'ils sont loin. Il ne faut pas penser que lorsque quelqu'un qui est à Goma ou à Bukavu vous appelle et vous demande de lui envoyer un $10, il ne faut pas penser qu'il vous demande ça pour la rébellion. Non, nous devons nous soutenir mutuellement. Ça, c'est un message important. On doit continuer à se soutenir. La résilience de là-bas ne dépend pas seulement d'eux, elle dépend aussi de nous ici. Donc, nous rendre compte qu'ils sont dans une situation où ils ne savent plus quoi faire, mais ils ont quand même des frères et des sœurs à Kinshasa, au Congo central, à Lubumbashi, dans tous les territoires contrôlés par le gouvernement. Il faut soutenir ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Le message, il est important. C'est même la raison de Kivu Nabiso. Il faut garder ce cordon ombilical entre le peuple sur l'ensemble du territoire national et le peuple qui est sous occupation rwandaise et lui rappeler qu'il n'est pas seul et que le gouvernement de la République fait tout ce qui est à son pouvoir pour restaurer la paix et rétablir le lien, le contact avec cette partie du pays. Placide Nzilamba, en tant que monétariste, ça m'intéresse un tout petit peu, la décision de la Banque centrale ou du gouvernement de la République d'imposer à toutes les banques, les succursales des banques qui sont sur les territoires sous occupation de ne pas fonctionner. C'était une bonne décision pour ne pas laisser ces aventuriers-là profiter de ce mouvement bancaire pour justifier les flux d'argent pas très contrôlés. Non, c'est une obligation déjà à partir des institutions financières internationales. L'État ne peut pas participer à une criminalité. Ça, c'est une criminalité économique qui est organisée là-bas. Et puis, si l'État allait laisser cette criminalité s'organiser, c'est que l'État participe. Donc, pour nous, c'est une décision responsable et qui démontre qu'il y a quand même des autorités qui comprennent la situation, malgré que cette population en dire effectivement. Mais bon, c'est la mesure, c'est aussi une part de sacrifice. Moi-même, je suis de là. Je suis contraint. Donc, ce n'est donc pas comme parce que les occupants ont un discours. Ils expliquent au peuple que c'est Kinshasa qui vous abandonne. C'est lui, justement, qui vous sacrifie. C'est le discours qu'ils essayent de passer là-bas. C'est la RISE. C'est la RISE et c'est un message à démonter. Parce que tout simplement, s'ils disent que les banques fonctionnent, qui autoriserait cette banque-là? Parce qu'ils sont allés très loin jusqu'à aller solliciter même un SWIFT code. Depuis quand une rébellion a eu un SWIFT code? C'est donné aux États, non? C'est comme les codes de téléphonie, plus 243, c'est pour les Congo. Il n'y a pas une rébellion qui peut aller dire, non, donnez-nous aussi le code de notre téléphonie. Non. Donc, je crois que ce sont des choses... Les rébellions ont réussi dans les époques où le monde était encore loin d'une technologie adaptée aux affaires. Maintenant, nous avons une technologie et une sécurité technologique adaptée aux affaires. Donc, ils trouvent déjà ces blocages-là. Et ils ne savent pas comment s'en sortir.
Et comme il y a un État qui a signé sur un accord pour dire c'est moi, parce que la signature sur cet accord, c'est-à-dire c'est moi qui trouble la paix là-bas. C'est déjà dire, il y a une évasion. Et dans une évasion, on ne peut plus dire que des banques congolaises fonctionnent là-bas. Donc pour nous, c'est une décision responsable, comme je le disais, mais aussi, c'est appeler cette population, comme les autres interlocuteurs l'ont dit ici, à cette capacité de résilience, à comprendre que la paix a un prix, que nous tous nous devons payer, et c'est supporté mutuellement par ces appuis qui sont directs aux victimes et non passés par des schémas qui pouvaient privilégier plus encore les occupants qui punissent la population d'ailleurs. Parce que c'est du fait de cette rébellion que cette population est punie. Alors, pour nous, c'est dire, si aujourd'hui ils vont maudire la décision de fermer les banques, mais nous allons maudire leur présence sur le terrain, qui fait, parce que même les banquiers, même les banques, si on allait les laisser, elles-mêmes allaient fermer leurs propres portes. Equity ne peut pas fonctionner avec des rebelles. Ou tu vas voir Raw Bank fonctionner avec les rebelles, Access. Non. Déjà, les obligations contraignent même les banques. Donc, pour nous, c'est dire, c'est un discours pour détourner l'attention du vrai problème. Le vrai problème, c'est de dire, ils doivent quitter, ils doivent rentrer de là où ils sont venus et laisser la population qui venait de commencer, comme je l'ai dit, une vie de relèvement économique très, très appréciée, je vous dis. Goma était déjà la deuxième destination de ce pays. Si tu voyais dans les vols à l'étranger, même ici à Kinshasa, les gens qui allaient à Goma par jour, j'allais te dire que non, c'est déjà une vie qui reprend, c'est déjà un peuple qui est capable de supporter. La contribution de la province Nord Kivu en termes de taxes au niveau du trésor public n'était pas non négligeable. C'était la troisième province avec la capacité contributive. Donc pour nous, c'est dire il y a vraiment un allié économique qui est en difficulté, comme les autres l'ont dit, et qui doit être épaulé. Et être épaulé, c'est imposer la paix par toutes les voies pour que cette province redevienne congolaise et que nous puissions nous rassurer que nous contrôlons notre économie dans son entièreté. Oui, Placide Zilamba, la province est congolaise. Elle est tout simplement occupée par ces envahisseurs qui vont, tôt ou tard, de gré ou de force, rentrer chez eux. Nous allons rentrer dans la microéconomie par un élément que nous avons tourné pour montrer ce lien entre le peuple à Goma et le peuple de Kinshasa, mais des autres grandes villes du pays. Nous allons demander à la réalisation de nous proposer cet élément pour que nous comprenions ce lien qui est mis en difficulté à cause de cette occupation très malvenue du Rwanda et de sa brigade avancée que nous appelons l'AFCM 23. La guerre imposée dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda déstructure l'économie nationale. C'est l'un des objectifs des agresseurs et leur brigade avancée, l'AFCM 23. Mettre à terre ce peuple, résilient et fondamentalement attaché à sa terre. Le haricot, les pommes de terre, la viande fraîche, les saucisses qui inondaient il y a peu les marchés de Kinshasa se font rares et les prix ont pris de l'ascenseur. Au marché Ziguida, les femmes vendeuses expliquent leurs déboires. Les itinéraires sont plus complexes que d'habitude, avec incidence réelle sur le coût. Omoni eloko lokola mikebuka oyo. Tobandaki kosomba ngo na Kalemi eye na bateau. Tofuti mwa mbongo muke ekomi na Goma bamemi na avion. Mais pour le moment tozosomba ngo na Kalemi bamemi biso na avion direct. Na sombia par exemple na 500 000, na futeli 700 000. Donc prix a na wenze e matite. Omoni ndenge baby tomeye ko matisaka muke batlia baboyi. Tuko napenda watufungulie Goma, tunapenda vita ishi, tunateseka sana. Ona maragi, sasa watoka Goma, inakuwa directement Goma, inaingia ke nini, inaingia Butembo Beni, inafika Kisangani na pana bato nafika hapa. Tunaisha bei mzuri. Mais pour le moment, tutakuwa lipa douane, maragi atoka Goma, il faut ingie Rwanda. Nalipia douane. Ndio nakuwa nazunguluka ifike Kisangani hivi nani charge ya kwa mrefu ya transport. À Goma, le ressenti est le même.
de moins en moins d'acheteurs venus de Kisangani, de Kindu ou de Kinshasa. À Birere, les femmes vendeuses sont inquiètes. Elles sont pressées de voir la guerre se terminer pour que les Rwandais rentrent chez eux. Ces produits qui, pour certains, prenaient les cargos depuis l'aéroport de Goma pour différentes destinations dans le pays, moisissent quelque part à Massissi, à Rutshuru ou à Goma même. Les fromages sont attendus à Kinshasa, comme les saucisses d'ailleurs, mais traversés au Rwanda puis revenir à Beni pour être transportés ensuite à Kisangani ou à Kinshasa fait grimper le prix. Les commerces s'effondrent et l'envie de revoir Goma, Bukavu reconnecté à d'autres grandes villes du pays grandit tous les jours. Ile mulongo yenye tunaita mulongo ndio hiyo na inapezaka kilo 10. Kwa leo maharage ya Masisi tunapana 2500. Maharage ya Rutshuru inaitwa kablangeti tunauzisha bei ya 2800. Ingine ya Rutshuru tunauzisha bei ya 3000. Na ingine ya Masisi tunauzisha bei ya 2900. Shinda yenye iko kila mtu analia krisi. Azanza kilimo na kinaisha na tukapata saki mwa kama kutoka Rutshuru watu wa Balimeti. Watu wote washakuwa wakimbizi. Kalanga zikwato kwa Rutshuru haziku yake tena. Tunaishi tu za kutoka Kigali tu na ndio maana nishapanda bei sana. Depuis tunatuliza kalanga, kilo kalanga ilikuwa inaishia $2. Leo inakuwa $2 na kuvuka, zinapanda bei na ile kupanda bei inaacha habaziuze. Sasa zirangura bei kali vile me kuziuza hakuna kilia na hakuna pesa pia. Franga haziko mwingine uko na chikuta unavitandiko na anula unavizisha mteko vizuri. Ulitia nje kama ulitandika na ndio vile hautauzisha juu hakuna franga. Un appel lancé aux autorités et tous les autres partenaires impliqués dans la recherche des solutions de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour arrêter la guerre. Madame Juliette, la ménagère souffre. Les haricots à Kinshasa, c'est pratiquement un luxe désormais. C'est grave. Ça fait très mal. Mais je crois que la solution à tout ça, c'est le retour de la paix. Le retour de l'unité nationale. C'est une urgence. Et nous savons que le président de la République est en train de se battre pour cela, avec tout ce qui l'entoure, le gouvernement. Et j'aimerais ici profiter pour dire que la résilience, elle est importante, elle est vraiment importante. Nous demandons à la population de l'Est de résister, de demeurer résilient, mais que le gouvernement se batte encore davantage. Que l'armée congolaise soit renforcée afin que la paix revienne. Que tout celui qui peut faire quoi que ce soit le fasse afin que la paix revienne. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Je sais que le président, c'est un enfant de Dieu. Il l'a prouvé depuis le début. Il est carrément presque en train de donner sa vie pour que la paix revienne. Je crois qu'il ne va pas baisser les bras. Nous le soutenons. Mais je sais qu'il est capable d'ouvrir ses bras à tout le monde pour que la paix revienne, afin que ces mamans maraîchères que je viens de voir là puissent recouvrer le sourire. J'ai été maman maraîchère, moi. Chez moi, au Kivu, j'ai vendu les cannes à sucre, j'ai vendu le foufou, j'ai vendu les patates douces. Et quand j'avais 8 ans, j'ai vendu les cannes à sucre pour payer le Minerval à la rentrée. Donc je comprends ce qui se passe là-bas, que ce n'est pas facile. Mais la microéconomie impacte toute la République. Et celle du Kivu, nord et sud, et de l'Ituri, pour ici, je crois qu'elle est cruciale. Vous voyez les mamans qui disent carrément que
les prix ont grimpé. Effectivement, lorsque vous allez à Somba Zigida, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vous autoriser, vous permettre comme ça d'acheter les Mikebuka, les Ndaka, là. Les saucissons de Goma, on commence à les oublier. Et moi, je sais que ce n'est plus pour longtemps. La paix va revenir. La paix va revenir, ça c'est un engagement du président de la République, Amédée Morabou. Malgré cette situation-là, la population sous contrôle de la brigade avancée du M23, la brigade avancée du Rwanda appelée M23, paye des taxes et les mêmes en surtaxes. Oui, les occupants, pour faire tourner leur machine, ils font payer des taxes aux populations. Déjà, non seulement ils contrôlent toutes les activités, notamment les activités minières, où c'est eux qui organisent les creuseurs, qui doivent payer une taxe pour avoir la carte de creuseur. C'est eux qui organisent les taxes à payer pour exporter ou exporter le minerai en dehors de l'RDC par les Rwandais, bien sûr. Et non seulement ça, on entend qu'ils imposent des taxes même immobilières et même dans certaines écoles, ils ont même imposé certaines taxes. Donc c'est tout ça. En fait, la population devient des vaches à lait pour se faire plein les poches et permettre à leur appareil, à leur aventure de continuer. Donc, comme nous savons tous que c'est vrai que c'est remarquable ce comportement de résilience qu'a cette population, mais tous, nous voulons que cette situation puisse arriver à sa fin parce que, comme l'a dit le président de la République à la suite de l'occupation de Goma dans son discours du 29 janvier, il s'agit ici de mettre un terme à 30 ans d'humiliation sociale et économique. Il s'agit d'augurer une ère de paix et de prospérité pour la RDC. Et pour ça, il faut mettre fin à cette aventure parce que, comme on l'a tous dit ici, le Nord et le Sud Kivu, c'est des poumons économiques de la RDC. Et avec cette présence militaire d'occupation, ça a tout simplement, non seulement désarticulé l'économie locale, ça a aussi désintégré cette économie locale. Et comme on le voit avec ces reportages, c'est que c'est le panier de la ménagère qui est directement impacté. Tout le monde le dit, si vous êtes dans les marchés, que ce soit à Goma ou à Bukavu, il n'y a pas de gens dans les marchés parce que les gens ils n'ont pas l'argent. Ils ne parviennent plus à faire normalement leurs activités. Beaucoup ont été d'ailleurs même pillés. Tout à l'heure, là, on parlait du secteur financier. Et vous savez qu'il y a certains commerçants à Goma, avant l'entrée de la brigade avancée de Rwandais, ils ont été pillés alors qu'ils avaient eu l'argent de leur commerce à travers les coopératives d'épargne et de crédit. Ce qui fait qu'ils auront des difficultés pour rembourser ces crédits. Et c'est tout ça, en fait. C'est tout ça, en fait. Placide Nzilamba, je reviens à vous. L'économie à Goma, à Bukavu, selon les informations qui nous parviennent, est quasiment monopolisée, me semble-t-il. Un seul groupe ou quelques individus, tout simplement, se chargent de l'achat, de la distribution, que ce soit les produits vivriers, que ce soit la bière. Tout ça a été organisé par un seul groupe. D'ailleurs, à l'entrée, ils ont commencé par tuer l'abraliment. C'est déjà une guerre qui porte beaucoup d'aspects, et plus les aspects économiques. L'abraliment n'existe plus au sud Kivu. C'est l'usine qui arrosait directement cette partie est. Tuée. Pour donner place à quoi? Aux bières rwandaises. Ce sont les boissons qui inondent les marchés. La maman l'a dit, les arachides.
viennent maintenant de Kigali. Ce sont les épouses de ces dignitaires-là qui sont là, qui occupent, qui contrôlent le marché. Le carburant. On est en train de forcer aujourd'hui les opérateurs économiques de Goma à se ravitailler en carburant au niveau du Rwanda. Pas aller à Mombasa, à Eldoret. Vous voyez ce qui arrive maintenant. Les prix que ces dames-là sont en train les taxes qu'elles sont en train de fixer. Quand on parle d'une taxe, la taxe doit avoir une contrepartie. Oui, absolument, c'est la Mais loi. ça, c'est un pillage, ce ne sont pas des taxes. C'est un pillage bien calculé. Tu me dis, pour mon étalage au marché de Virunga, je dois payer 30 000 francs par semaine. Où est-ce que cette maman qui ne vend plus, elle va trouver où les 30 000 francs? Et puis, qu'est-ce qu'elle gagne en contrepartie? Rien du tout. Vous me dites, pour mon minibus, par jour, je dois vous verser 5 000 francs. Mais c'est déjà... Qui monte d'ailleurs dans les bus? Il n'y a plus d'argent. Ils ont forcé maintenant, ils ont amené des bureaux d'échange qui amènent la monnaie rwandaise au Congo. Vous voyez? Jusqu'au niveau des Biréré. Ils ont amené des bureaux d'échange jusque-là. C'est déjà le niveau de venir étouffer les francs congolais dans la zone et rendre petit à petit cette économie extravertie, que toute cette population dépend du Rwanda. Et maintenant, quand on parle marchandise, on parle déjà monnaie convertie en bien. C'est ça la définition. Quand tu dis marchandise, c'est déjà la monnaie convertie en bien. Si la robe que Madame Gillette porte, on dit c'est une robe qui coûte autant, c'est déjà la monnaie. Alors, si tu vas au Rwanda, tu prends déjà la bière. C'est déjà la monnaie rwandaise que tu amènes au Congo. Et c'est tuer l'économie congolaise. Voilà la démarche des taxes. Aujourd'hui, ils ont mis même une publicité pour dire amenez vos documents, même dans les fonciers. Ils y arrivent. Oh, on enregistre les parcelles, $15. Et sans respecter, ça je vous l'ai dit, les prescrits légaux à la matière. Il y a des vieillards qui ne sont plus soumis, par exemple, à l'impôt sur les revenus locatifs. Il y avait une loi au Nord Kivu qui protégeait. Et pour eux, il n'y a pas de troisième âge, il n'y a pas d'enfants, parce que même dans l'ère militaire, il y a d'enfants. Donc, ils ne respectent rien. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est déjà l'enfer là-bas qu'on a créé. Disons que c'est avec cet argent qu'ils veulent financer leurs opérations de rébellion, de maintien. C'est comme ça qu'ils financent leur administration, avec l'argent qui vient de cette population déjà meurtrie. C'est se tromper. Une économie qui ne tourne pas ne te donnera rien. L'air militaire touche combien? 50 000 francs un colonel. Hein? Non, mais il faut miroiter. Non, ils doivent tromper peut-être les esprits naïfs. Nous avons toutes les informations. Ils ont mis aux arrêts même leurs officiers qui ça donne maintenant au vol. Parce que ça ne tient pas pour eux. Donc ça ne fera pas longtemps. Il arrivera un moment, comme l'esprit déjà de vouloir les défier est en train de monter, il arrivera un moment, cette population elle-même, moi je connais la population du Kivu, elle-même un jour se réveillera et ça sera un matin, tous ces gens-là vont partir. Parce qu'ils ne sauront plus les contrôler. Vous savez ce qui révolte quelqu'un, c'est le maintenir dans un climat où il n'aura ni à boire, ni à manger. Il trouve que la vie est carrée. Il dit, t'as mieux mourir en réalisant quelque chose. C'est comme ça que le terrorisme s'est forgé. Alors, s'ils veulent maintenir ce climat-là, c'est une épée pour eux. Alors, cette population aujourd'hui qu'on maintient, taxe aujourd'hui, taxe de vendeur, vous voyez des petites filles là qui vendent les unités, doivent payer $10 pour les petits parasols là, chaque mois. Elle a un revenu de combien? Par 1000 unités qu'elle a pris. C'est ne fût-ce $1. Maintenant, tu lui dis $10 le mois. Où est-ce qu'elle va trouver? C'est lui dire, ferme tes affaires, quitte. Donc voilà la zone qu'on transforme en une antichambre de l'enfer. Et on se dit, on a libéré. Même leurs gens à l'interne commencent à appeler, à quand la paix? Vous nous avez abandonnés. Vous avez suivi la rébellion, vous avez dit que non, c'est la libération. Comment vous commencez à appeler que vous avez besoin de la paix? Vous êtes déjà libérés. Ils disent, ah mon cher, ici on souffre. Donc, ils comprennent maintenant. Aujourd'hui, ceux qui insultaient n'importe qui parmi les autorités, ils disent, il peut être même un idiot pourvu qu'il soit ton frère. Ils comprennent maintenant la nécessité. Au fait,
Oui. Iniche. C'est ce qui se dit dans notre langue, dans nos langues locales. Ça veut dire que ce soit un idiome, mais que ça reste le tien. le tien. Si ce n'est pas le tien, il va finir par te tuer. Ah, voilà. Vous comprenez? C'est très expressif. Ça montre justement. Chaque situation pour les catholiques, ils disent chaque situation est sainte. C'est Dieu qui conduit la vie. Parfois, nous sortons de nos mortifications état transformés et capables de développer d'autres astuces pour rendre la vie meilleure. Il nous éduque par cette souffrance, mais quand nous reviendrons, en tout cas, ils ne nous jugeront pas quand même de mauvais. Je crois que ce n'est pas une rancune ou même une haine qu'on plante, mais c'est dire la souffrance qu'ils nous imposent nous éduque petit à petit. Et ils ne seront pas un jour gênés de récolter ce qu'ils ont semé. Donc voilà un peu la situation, mais nous pensons que, comme les autres l'ont dit, ce sont nos frères qui sont sous la souffrance et nous devons travailler. Vous savez, il ne faut pas dire que l'autorité a échoué dans la vie. L'autorité échoue avec son peuple. C'est à vous d'aider l'autorité à réussir. C'est à nous de l'aider à réussir. Je suis d'accord. Parce qu'aller chanter, il a échoué, mais toi, c'est toi qui souffres, non? Donc, nous souffrons avec ces autorités-là, nous réussissons ensemble avec elles. Donc, aidons-les à faire face à cette crise et démontrer au monde que nous sommes capables de les faire. Ça, c'est très bien dit. Juste pour rebondir sur ce que M. Placide vient de dire, en fait, l'histoire a démontré que tous les peuples opprimés, à un moment donné de l'histoire, ils sont parvenus à se libérer. Et donc, la libération, elle est certaine. C'est juste question de temps. Et je pense que nous sommes si près d'avoir la paix, et alors une paix définitive dans cette région, pour que ces pays, enfin, puissent... moi, j'ai toujours dit que la RDC, c'est à vocation de grandeur. Nous avons vocation d'être grands. Grands, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et pour ça, on a besoin de la paix pour progresser, pour se développer, pour que le monde entier voie qu'au cœur de l'Afrique, il y a un pays qui se met debout et qui devient une puissance, voilà, économique, militaire et tout ce que vous voulez. Madame Rollet-Juliette, vous parliez tout à l'heure des soutiens directs à cette résilience. Si vous avez la possibilité d'envoyer 10 000 francs à un frère à Birere, à un frère à Katindo, envoyez, n'hésitez pas. Vous pensez que cette population, alors que nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la nécessité de reprendre le contrôle des villes sous occupation rwandaise ne fait l'ombre d'aucun doute, il faudrait absolument penser à un soutien beaucoup plus global, beaucoup plus structurel du gouvernement pour redonner à cette population les moyens de repartir à nouveau, une fois la guerre terminée. Bon, lorsqu'une guerre arrive, elle peut venir d'une manière ou d'une autre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Ce qui est utile et important maintenant, c'est de tenir ce peuple-là qui n'attend que leur libération, leur vraie libération. Il faut continuer à les tenir, à les soutenir. Donc renforcer cette résilience. Mais sur le plan structurel, nous devons travailler sérieusement sur notre armée. Parce que les vrais patriotes dans l'armée existent. Ils sont là. Ils n'ont que besoin d'être soutenus et poussés vers l'avant. Parce que ceux qui ne sont pas suffisamment patriotes peuvent commettre des erreurs qu'ils regrettent plus tard, mais ceux qui sont patriotes au sein de nos troupes peuvent aussi se plaindre de certains faits. C'est ça plutôt, c'est là qu'on doit toucher pour changer la situation sur terrain. Il y a aussi un autre aspect. Nous devons beaucoup utiliser les canaux de communication pour combattre toutes sortes d'antivaleurs qui est en train d'être brandi par l'ennemi, disant que regardez de ce côté-là ce qui se passe, et qui risque de pousser à ceux qui sont
à Goma, à Bukavu, sur le terrain occupé par l'ennemi, à se dire, mais on pensait que c'est là-bas, ce sont ceux qui sont là-bas qui devaient venir nous libérer. Mais regardez comment ils se comportent. Non, 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 c'est mieux même qu'on reste de ce côté. Nous devons travailler sur cela. Ici, là où nous sommes encore sur le terrain, contrôlé par le gouvernement totalement. Il y a aussi un troisième aspect. Nous devons nous battre sérieusement pour éviter le tribalisme au niveau de l'Ouest ici. Sur tout le terrain occupé encore par le gouvernement, on doit être sérieusement solidaire. On doit se tenir les mains. Il ne faut pas qu'un Swahiliphone se rende compte que lorsque je parle Swahili, les gens pensent que je suis maintenant une étrangère ou bien un étranger parce qu'à Goma, il y a une occupation. Non, nous avons toujours été ensemble. Les 4 langues nationales, nous avons toujours vécu ensemble, des années et des années. Donc, il faut qu'on ait un comportement de ce côté ici qui puisse encourager ceux qui sont dans les zones occupées à se rendre compte que notre vrai papa, notre vraie maman, notre vraie famille se trouve à Kinshasa, se trouve à l'Ouest. C'est très, très important. Donc, sur le plan structurel, il faut qu'on communique autre chose, qu'on communique les valeurs, qu'on communique tout ce qui peut encourager celui qui est dans cette zone-là à se dire que non, 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 ça ne va pas ici. Il vient de le dire, M. Placide vient de le dire, qu'il y a de ceux qui appellent ici et qui disent non, nous sommes ici dans une formation militaire par les rebelles, mais ça ne va pas. En tout cas, ce n'est pas chez nous. Bon, mais à celui-là, il faut lui donner un message par notre façon d'être, par notre façon de nous comporter, qui lui disent que, un message qui puisse lui dire que de ce côté ici, c'est ta vraie maison et tout va bien pour toi. Voilà. C'est ce message. Vous pouvez encore répéter ce que vous avez dit là dans la langue locale, qui veut dire que ce soit, qu'il soit Zoba, quelque chose comme ça. Vous l'avez dit en langue nationale comme ça. Oui. Donc, c'est-à-dire, anakuwaka kiwelewele na ni wenu. Umeona tawaliwa na kiwelewele wenu pale ya kutawaliwa na mgeni. Ni shida kutawaliwa na mtu wa kutoka nje. Hajue mateso yako, hajue historia yako, hajue utaishi je kesho. Kazi yake mtu wa kutoka nje akikuja kwa utawala ni mwizi, anakuja kupora na naenda. Il faut dire aussi que vous pensez que cette guerre nous touche nous. C'est aller à Kampala. Allez à Kampala, allez à Mombasa, allez à Dar es Salaam, allez à Dubaï même. Vous allez sentir cette guerre-là. Même au Burundi. Oui. Kampala, c'était comme une plaque tournante où tout le monde... Donc, il y avait une malva. Aujourd'hui, à Kampala, les commerçants disent, en tout cas, Goma inaua mambo. Goma, là, je ne sais pas, c'est sur le feu, mais il y a un miracle que Goma présente sur l'économie régionale. Goma, c'est une plaque tournante pour ce pays. Exact. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui murmurent ici pour dire non, pourquoi on concentre tous les efforts sur Goma, sur l'Est? Mais non, les autorités savent que perdre cette zone-là, déjà ici, ça pose problème. Vous avez senti des mamans en train de le dire ici. Moi-même, j'ai voulu faire l'élix au niveau des magasins. Ça faisait longtemps, je n'ai pas goûté encore le Dakar. Je dis non, je ne vais pas chercher le Dakar. 45 000. J'ai dit, papa. J'ai faibli. J'ai dit, ça c'est une catastrophe. J'ai dit à mon petit frère, ça on va programmer pour l'autre repas quand on aura assez de revenus, mais ça devient un bien de luxe. Il faut s'en méfier. Donc, ça nous complique, ça complique même le régime. Les gens sont en train de mourir parfois par manque de ce qu'ils avaient besoin à cause de cette guerre. Donc, je crois que l'idéal, c'est de dire, nous devons démontrer à la face du monde que nous sommes un peuple et nous devons nous libérer par nos propres efforts. N'attendons rien de personne. Ça, c'est très fort. Nous devons nous libérer par nous-mêmes. La République démocratique du Congo reste une, indivisible, et le peuple congolais reste un seul peuple. Sur cette question, il n'y a aucun débat envisageable. Et sur les questions économiques que nous abordions tout à l'heure, nous l'avons démontré, l'impact à Goma, c'est l'impact sur l'ensemble de la République. L'impact à Bukavu, c'est l'impact sur l'ensemble de la République, que ce soit dans la macroéconomie, que ce soit dans la microéconomie.
le pays est lié et il faudrait que ces liens ne connaissent aucune friction, comme c'est le cas maintenant avec cette occupation malheureuse du M23, brigade avancée du Rwanda, comme on l'a dit. Nous allons donc terminer, Amédée et Moirabou. Il faut quand même reconnaître, comme Placide le disait tout à l'heure, que la République démocratique du Congo a accusé un sérieux coup sur les recettes douanières, sur cette partie de la République, de Bunagana, il y a Ishasha, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Kamanyo. Donc sur ce flanc, la République a quand même perdu d'énormes recettes. Exactement. D'ailleurs, Edichala, si nous sommes parvenus à avoir un budget rectificatif, c'est justement parce que la République a encaissé, en tout cas, il a été évalué à 4,5 les manques à gagner des recettes sur les budgets de l'État, du fait de l'occupation d'une partie du Nord Kivu et d'une partie du Sud Kivu. Donc, cette crise sécuritaire a eu un impact sur le budget national. Mais j'aimerais revenir un peu, rebondir par rapport à comment reconstruire la partie Est, Nord-Est, comment venir en aide de manière structurelle à nos populations du Nord et du Sud Kivu. Moi, j'ai toujours pensé que le gouvernement devrait penser et préparer déjà une sorte de plan Maréchal pour cette partie du pays. En tout cas, le Nord et le Sud Kivu est aujourd'hui, en tout cas, une zone meurtrie et pillée à fond alors, et qu'il est nécessaire que le gouvernement pense à l'issue de cette crise, parce que, comme on l'a dit, nous sommes plus proches de la paix. Or, la paix s'est construite. Vous savez qu'une paix sans le pain serait une paix factice. Et donc, il faut préparer la reconstruction de cette partie du pays par vraiment une armada économique pour soutenir les jeunes, pour créer un écosystème qui ferait en sorte qu'un jeune du Nord Kivu, du Sud Kivu et même de l'Ituri, qui n'ait aucune occasion pour s'enrôler dans un groupe armé qui est commandité par nos voisins, et donc créer un écosystème qui puisse permettre à chaque jeune d'avoir les moyens de créer de la richesse, de rentrer dans l'économie locale qu'on connaît, c'est l'agriculture, les commerces et bien d'autres. Donc, pour moi, il faut une sorte de plan Maréchal pour permettre à cette partie du pays de se reconstruire alors durablement. Voilà, donc nous allons terminer. Madame Juliette, ce sera une toute dernière question. Vous pensez que l'EAC ne nous a pas beaucoup soutenus. Nous avons adhéré à cette structure pour faciliter les échanges économiques, les mouvements des frontières un peu plus allégés. Et on découvre finalement que ça n'a pas été sincère parce que le Rwanda est membre de cette organisation et il n'a pas hésité à occuper la partie est de la République démocratique du Congo avec le soutien d'autres pays de la région, de la sous-région si vous voulez. Je suis un produit du CHESD. J'ai fait le collège de hautes études de stratégie de défense. C'est spécialement sur ce genre de questions qu'on a été formé. On ne peut pas être un pays riche comme le nôtre et adhérer à certaines organisations qui ne viendront que pour piller ou nous vendre certaines choses. Ce qui veut dire que c'est difficile de penser qu'un pays comme le nôtre, avec autant de richesses, soit à même d'accueillir tout ce qu'on nous propose et qu'on puisse penser que cela vient pour nous aider. Non. C'est comme un enfant d'un riche qui est assis sur une table bien garnie, mais qui ne se rend pas compte que tout celui qui le regarde de loin ne veut que ces richesses-là. C'est juste ça que je voulais dire par rapport à cela.
Voilà. C'est très profond. Placide, nous allons terminer de façon globale. L'économie dans l'Est du pays connaît ces difficultés, ces frictions imposées par l'occupant. Le peuple est presque asphyxié. Et vous sentez qu'il y a des éléments, le potentiel est là, mais vous pensez que le peuple va l'exprimer d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez dit que tout à l'heure, c'est très proche, cette révolte contre les occupants, parce que l'asphyxie risque d'atteindre son comble. En tout cas, de l'expérience vécue, depuis que les rébellions récentes ont évolué dans la zone, c'est cette population qui les chassait toujours. Alors aujourd'hui, ça ne va pas, l'histoire ne va pas changer. Ça sera la même chose. On a voulu, peut-être certains voulaient expérimenter qu'il y aurait une nouveauté, mais c'est le même pillage qui continue, les mêmes criminels revenant sur les mêmes lieux du crime, commettant les mêmes crimes, et que donc la population s'organise. Et c'est une diplomatie citoyenne de basse classe qui se passe, et ça serait une surprise. Donc, ne pensons pas que nous avons perdu, mais mettons-nous en tête que nous devons récupérer nos terres. L'idée, c'est de dire, comme Madame l'a dit, quand vous avez parlé de l'EAC, nous étions parmi les pionniers qui ont fait chasser cette force. Je suis fier de le dire. Parce que quand le gouvernement a pris cette décision de nous amener là-bas, la société civile du Nord Kivu avait haussé les tons. Clairement pour dire, ce n'est pas le moment. Attendez, nous nous amenons à l'abattoir. Vous avez vu? On leur dit, venez, mettez d'abord une zone tampon entre les deux forces. Et ils viennent, ils s'alignent, il faut maintenant la cogestion avec les M23. Ils sont à Rutshuru, à Rumangabo, à Mabenga. Alors ils commencent aussi l'exploitation des bois avec les Makala à Mabenga. Ils sont entrés aussi, d'autres viennent avec même des tronçonneuses. Donc, ça c'est quelle paix qu'on vient imposer avec des tronçonneuses? La paix des bois. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Bon, ça fait rire, mais parfois ça fait pitié. Mais je crois que par nos erreurs, parfois, nous allons commencer à acquérir petit à petit la sagesse. Et nous pensons que ça sera la dernière fois pour tomber dans de telles erreurs et reprendre courage. Mais le pays nous appartient. Nous allons le défendre. Nous ne devons pas baisser les bras et dire à nos frères et sœurs qui sont sous l'occupation que nous sommes ensemble, nous pensons à eux, nos cœurs sont tournés vers eux et nous allons nous battre ensemble avec eux pour nous libérer. Nous tenons aussi à dire polé à ceux qui sont à Mangorejipa, à Mbimbi et à Mabasele. Il y a eu des incursions ADF. Oui, des massacres. Au cours d'un deuil, on a tué plus d'une centaine de personnes. Et à Mbimbi, à Mabasele et à Mbaou aussi, nous disons polé et nous savons que vous comptez sur nous. Vous comptez sur la force du gouvernement pour finir, pour éradiquer cette situation. Et ce sont des massacres qui ont été perpétrés par le soi-disant ADF Nalu. Et nous tenons à ce que le gouvernement puisse prendre cette situation à bras le corps, en charge pour que la paix revienne totalement. D'abord, dans la partie qui est encore sous occupation du gouvernement. Parce que ça s'est passé dans la partie qui est sous occupation du gouvernement. Ce qui veut dire que l'armée congolaise s'y trouve. Donc, il faut que l'armée congolaise prenne les choses en main et éradique cette situation qui se passe à Lubero, à Beni, partout là-bas, même en Ituri, pendant que ce sont des terres qui sont encore occupées par le gouvernement. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à dire merci à Madame Mrolé Juliette. Vous prononcez bien mon nom, merci. Ah, je vous en prie, à Amédée Morabou. Merci beaucoup. Merci à Placide Nzilamba. En tout cas, très percutant. C'était un plaisir. Nous rappelons
aux populations sous occupation rwandaise avec sa brigade avancée du M23, que la République démocratique du Congo tout entière, la République démocratique du Congo dans toute sa diversité est avec vous et tout s'est fait et pour que ce lien soit rétabli et sans encombre, et ça le sera d'un moment à l'autre parce que tout est en train d'être fait pour que ça soit le cas. Merci de nous avoir suivis. Kivu na biso, c'est chaque semaine pour parler des questions du peuple congolais, du peuple de Rutshuru, du peuple de Kanyabayonga, du peuple de Kinshasa, de Moussienene, en tout cas de partout. Ils sont en République démocratique du Congo. En tout cas, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.